Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du mois de novembre de la série Vivre au quotidien présentée par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence à ce webinaire. Donc aujourd'hui, le webinaire va essayer de permettre de répondre à la question comment maintenir une vie intime active en vivant avec la maladie de Parkinson. Donc tout d'abord, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Vanessa Fogg, sexologue. Donc, Madame Fogg a complété un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en sexologie clinique à l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec et de l'Association des sexologues du Québec. Elle est, en plus d'être affiliée à l'équipe d'Options Sexologie, une agence de services en éducation à la sexualité. Elle détient également un permis de pratique en psychothérapie délivrée par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, avant de lui céder la parole, les consignes habituelles, je vais vous aviser qu'en bas à gauche, vous avez une section où c'est inscrit Posez vos questions ici. À cet endroit, vous pouvez poser vos questions qui sont d'autant d'aspects techniques, donc si votre son ne fonctionne pas ou si vous avez de la misère avec la caméra, donc de pouvoir notre conférencière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions directement. Donc, si vous avez des questions qui portent sur le sujet, donc notre conférencière va lui répondre à la fin. Donc, je vais poser les questions à voix haute et nous allons lui poser lors de la période de questions. Donc, n'hésitez pas à tout moment d'écrire dans ce clavardage. Si vous prenez le temps d'écrire vos questions, c'est toujours intéressant pour notre conférencière, aussi pour les autres participants qui sont des fois gênés de poser des questions, même si les questions sont toutes en toute confidentialité. Donc, sur ce, je vais céder maintenant la parole à notre conférencière, Madame Vanessa. Donc, au niveau de technique, est-ce que ça a l'air de bien aller? Moi, je vous vois, je vous entends. Est-ce que les gens sur le côté peuvent nous dire si on en voit et on entend bien? Parfait. Donc, oui, les gens vous entendent et vous voient. Bonne présentation. Formidable. Formidable. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, merci pour la présentation. Là, effectivement, chez Vanessa, je vais être avec vous pour la prochaine heure par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir brièvement? On va faire un portrait un petit peu de la sexualité des aînés, étant donné que, de façon générale, la maladie de Parkinson touche la clientèle plus âgée. Donc, c'est intéressant quand même de voir les impacts du vieillissement sur la sexualité. Puis, on va faire ensuite une partie plus spécifique aux impacts de la maladie de Parkinson, mais aussi les traitements de la maladie sur la sexualité. Puis on va terminer avant la période de questions avec des stratégies pour améliorer l'intimité, la vie sexuelle, contrer certains défis qui peuvent être associés au vieillissement ou à la maladie de Parkinson. Donc, si on revient à la base, donc la sexualité des personnes âgées, c'est quelque chose qui est tabou. C'est quelque chose qu'on ne parle pas nécessairement autant qu'on devrait dans la société. Puis, de façon générale, quand on demande aux hommes, aux femmes ce qu'ils pensent de la sexualité des personnes âgées, 70% des hommes et 64% des femmes pensent que la capacité à avoir des relations sexuelles diminue avec l'âge. Donc, on va décortiquer ça un petit peu à travers la présentation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quelle partie de ça est attribuable au vieillissement? Quelle partie de ça est attribuable plus à une pression psychologique ou certains aspects plus psychologiques? On va tout pouvoir décortiquer ça ensemble. Un autre élément qui est intéressant, c'est l'idée de la retraite sexuelle. Donc, il y a plusieurs personnes âgées. Donc, quand on parle de personnes âgées, généralement, la littérature s'entend pour parler de personnes de 65 ans et plus, mais on peut quand même remarquer certains changements au niveau de la sexualité à partir de la ménopause, qui peut être à partir de l'âge de 45-50 ans chez les femmes. Donc, on peut voir certains impacts là, des changements corporels, mais la retraite sexuelle, c'est un concept intéressant dans la mesure où certaines personnes ont l'impression qu'en vieillissant, il y a un moment où la sexualité devrait s'arrêter ou doit s'arrêter parce qu'ils sont rendus trop vieux pour avoir ce genre de comportement-là.
Donc, dans les faits, il n'y a pas d'âge où une personne ne devrait plus être en mesure d'avoir des relations sexuelles. C'est certain qu'il y a une modification quand même de la sexualité en vieillissant, notamment au niveau des aspects physiques, des aspects physiologiques, donc le fonctionnement des organes, mais on pourra décortiquer ça également davantage. M'excuse, Vanessa, je vais juste. Les gens semblent dire qu'on voit mal votre visage à cause du contre-jour avec la fenêtre derrière. Donc, est-ce que vous êtes capable de vous diriger vers un mur? Est-ce que c'est mieux Je comme suis ça? désolée. Oui, on voit beaucoup plus. Je vais faire visiter mon bureau. On va se tourner. Est-ce que ça a l'air mieux comme ça? C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, par rapport à la sexualité chez les aînés, on va parler aussi des représentations sociales de la vieillesse et de la sexualité. Donc, socialement, qu'est-ce que les gens pensent de la sexualité des aînés? De façon générale, dans la société, quand même, il y a la culture de la beauté, de la jeunesse. Donc, c'est associé quand même à une vision plus négative de la vieillesse de façon générale. Sinon, si on pense à la sexualité, la majorité des personnes vont avoir l'impression que la sexualité doit demeurer génitale, doit demeurer au niveau de la pénétration, mais la sexualité, c'est quand même beaucoup plus large que seulement la pénétration. Donc, c'est sûr que d'avoir une perception plus génitale de la sexualité, ça peut avoir des impacts sur la sexualité des personnes âgées. Souvent, quand on pense à la sexualité des personnes âgées, les gens plus jeunes vont avoir l'impression que les aînés, c'est associé à une certaine forme de dépendance, une perte d'autonomie, qui va faire en sorte que les gens sont moins en mesure d'avoir des comportements sexuels, quand dans les faits, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est pas parce qu'une personne a besoin de soutien pour certaines tâches au quotidien qu'elle a l'incapacité d'avoir des comportements sexuels. Dans un autre ordre d'idée, il y a aussi la perception de la famille, la perception des enfants. C'est sûr que si on pense à une situation où notre parent a perdu notre autre parent, donc s'il y a un de nos deux parents qui est décédé, et ça se peut que ce soit plus difficile pour la famille d'accepter que notre père, notre mère ait des comportements sexuels ou des relations sexuelles ou même une relation amoureuse avec une autre personne. Donc, ça peut avoir un impact là, sur la sexualité des personnes âgées. Puis, par rapport à ça également, il y a aussi l'idée d'une sexualité qui est reproductive dans la société. Bon, c'est peut-être un peu de la religion, mais il y a quand même l'aspect que la sexualité génitale et reproductive est mise de l'avant pour certaines personnes, qui fait en sorte que dépasser la ménopause, mais cet aspect-là ne s'applique plus. Donc, ça contribuerait justement à ce tabou-là de la sexualité chez les aînés. Certains messages sont envoyés dans la société par rapport à la sexualité des aînés, certains doubles messages en fait. Donc, si on pense aux aînés, si on s'imagine un aîné qui est sexuellement actif, il va avoir la perception que c'est peut-être une personne qui est hypersexuelle ou vous avez probablement déjà entendu l'expression du vieux monon cochon ou de la femme très sexuellement active. Donc, ce n'est pas nécessairement associé à quelque chose de positif dans la vision des gens. Donc, d'une part, on s'attend à ce que les gens aient des relations sexuelles, puis d'autre part, quand ils en ont, ce n'est pas nécessairement vu positivement. Donc, c'est tout ça qui va avoir un impact sur la perception que les personnes âgées peuvent avoir d'eux-mêmes dans leur sexualité. Il y a justement cette certaine pression-là d'avoir une sexualité active pour un vieillissement qui serait réussi, qui serait en santé. Donc, ce serait associé à des choses plus positives. Donc, on met la pression d'en avoir, puis on juge de cette façon-là. Puis, un autre aspect, ce serait l'aspect de l'anxiété de performance. Donc, c'est sûr que si on mentionne aux personnes âgées qu'elles devraient avoir une sexualité active, mais ça implique aussi que une certaine forme de pression. Donc, on va parler, il y a une petite coquille ici, mais de pharmacologisation de la sexualité. Donc, de plus en plus de personnes vont utiliser une certaine médication comme le Viagra, le Cialis, pour contrer les difficultés érectiles. Donc, cet aspect-là, ça nous ramène encore à l'idée que la sexualité devrait être génitale. Donc, l'érection, est-ce que c'est vraiment
à tout prix nécessaire pour avoir une sexualité, pas nécessairement. Donc ça, c'est certains aspects qui incluent justement ces doubles messages-là. Donc, si on faisait un topo plus général de la sexualité des aînés, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande majorité d'aînés, autant les personnes qui sont veuves, qui sont divorcées, qui sont célibataires ou encore mariées, qui sont sexuellement actives dépassées la soixantaine. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on n'entend pas souvent, c'est quelque chose dont on parle peu, mais la majorité des aînés vont vivre une certaine forme de sexualité. Il y a aussi 37% des gens qui rapporteraient que leurs relations sexuelles sont meilleures en vieillissant, qui sont justement moins axées sur la performance, plus axées sur la sensualité, le partage avec l'autre. Puis de façon générale, 75% mentionneraient que leur sexualité est aussi bonne qu'avant. Donc, justement, une note peut-être un peu plus positive que ce qu'on entend socialement. De façon générale, on va mentionner que les personnes qui ont été actives sexuellement durant leur vie plus jeune sont plus susceptibles de demeurer sexuellement actifs quand ils vont être plus âgés. Donc, plus la sexualité est importante pour nous en étant plus jeunes, mais plus il y a de chances que ça se maintienne en vieillissant. Si on continue au niveau du portrait de la sexualité des aînés, on va mentionner que la sexualité est plus relationnelle, plus sensuelle, plus sensorielle que génitale. Donc, c'est un peu dans le même sens que ce qu'on mentionnait plus tôt, que les personnes, que justement, étant donné que le corps se modifie, le fonctionnement des organes est différent, bien, il faut adapter d'une certaine façon la sexualité pour tenir en compte de certaines limitations. Donc, on va en discuter tout à l'heure de certains impacts, par exemple de la maladie de Parkinson, mais aussi certains impacts du vieillissement, puis comment les gens peuvent s'adapter à ces changements-là pour quand même maintenir une vie sexuelle si c'est ce qu'elles souhaitent. De façon générale, on va dire que les personnes âgées vont avoir des comportements sexuels qui sont quand même similaires à la majorité des personnes en général. Donc, les jeux sexuels qui incluent la tendresse, les caresses, les toucher, mais ça va être la majorité des gens qui vont maintenir ce genre de comportement-là. Donc, 82% des hommes, 64% des femmes. La masturbation, un peu la même chose. Donc, 72% des hommes, 42% des femmes vont dire qu'ils vont maintenir la masturbation en vieillissant. Puis, les relations sexuelles avec pénétration, il y a quand même un pourcentage important des personnes âgées qui vont quand même maintenir ces comportements-là. Donc, 63% des hommes, 30% des femmes. Donc, de façon générale, chez les 64-74 ans, une majorité d'entre eux maintiendraient une sexualité coïtale, donc pénétration vaginale pour les couples hétérosexuels. Donc, si on demande à une clientèle âgée quelle importance la sexualité a pour eux, bien, la plupart d'entre eux vont mentionner que la sexualité est importante pour eux dans leur couple ou de façon individuelle également. Si on parle maintenant de la fréquence des relations sexuelles, on a fait, ça vient un peu tout de la même étude qui a sondé des milliers de personnes âgées pour déterminer un petit peu de quoi ça avait l'air au niveau de leur comportement sexuel. Puis, au niveau de la fréquence des relations sexuelles, il y a environ 42% des hommes, puis 23% des femmes de 60 à 69 ans qui disaient avoir une relation sexuelle par semaine. Donc, ce n'est pas différent de la population générale quand on sait que la majorité ou la moyenne des Canadiens ont de 4 à 7 rapports sexuels par mois. Donc, les personnes âgées, ce n'est pas nécessairement différent de la moyenne générale, tout âge confondu. Chez les hommes de 50 à 80 ans, 83% de ceux-là rapportent aussi 7 rapports sexuels par mois. Donc, ça peut être des rapports sexuels avec pénétration, mais aussi tout autre comportement sexuel à deux. Une petite parenthèse par rapport à la sexualité des personnes âgées qui feraient partie des groupes minoritaires, donc qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. De façon générale, on va parler beaucoup d'une invisibilité de ces aînés-là.
justement parce que déjà, la clientèle aînée, c'est pas la clientèle qui est la plus étudiée au niveau de la sexualité. Donc, de façon générale, il y a très, très peu d'études qui vont s'intéresser à la clientèle LGBT aînée. Puis, on va aussi mentionner que cette clientèle-là, surtout en contexte institutionnel, a tendance à retourner dans le placard. Donc, ce sera plus difficile pour les personnes LGBT en milieu institutionnel d'être affichées avec un partenaire ou une partenaire de même sexe. Donc, si on entre dans quelque chose d'un petit peu plus concret, donc le portrait des personnes âgées, je trouvais que c'était pertinent quand même de vous parler de ces aspects-là, juste pour dire que même si on n'en parle pas, même si socialement, c'est pas quelque chose qu'on discute, même si dans les médias, dans les films, la sexualité ou l'intimité des aînés, c'est pas nécessairement représenté, mais ça existe. Il y a quand même justement un large pourcentage de personnes âgées qui vont décider d'avoir des relations sexuelles ou qui vont choisir de maintenir leur sexualité en vieillissant. Mais effectivement, il y a certains impacts que le vieillissement va avoir sur le corps. Donc, on va discuter de ces aspects-là avant de regarder plus précisément ce que la maladie de Parkinson peut avoir comme impact sur la sexualité. Donc, chez les hommes, on va dire de façon générale qu'ils ont tendance à vivre les modifications de la sexualité plus difficilement que les femmes. Parce que généralement, on va mentionner que les hommes vont avoir tendance à être plus affectés au niveau de leur masculinité quand vont voir, par exemple, un déclin au niveau de la force physique, vont sentir qu'ils ont moins d'énergie. Donc, ça, c'est des changements qui peuvent être peut-être plus difficiles à vivre pour les hommes. Pour les femmes, ils vont mentionner qu'ils sont plus satisfaites de leur sexualité en vieillissant, surtout si la transition s'effectue graduellement. Donc, c'est sûr que si du jour au lendemain, la sexualité se modifie drastiquement, c'est plus difficile à accepter, mais s'il y a une progression, une modification progressive de la sexualité, bien ça serait vécu plus positivement. Si on regarde les effets du vieillissement sur la sexualité de façon très large, autant les hommes que les femmes, mais c'est sûr que de voir des changements au niveau du corps peut avoir un impact au niveau psychologique. Donc, si on pense à l'image corporelle, comment je me perçois moi comme femme, comme homme, est-ce que je peux me percevoir comme une personne qui est désirable aux yeux de mon conjoint, ma conjointe ou de mon partenaire sexuel? Donc, c'est sûr que cet aspect-là peut avoir un impact sur la sexualité. Si je me trouve pas désirable, si je ne suis pas à l'aise avec mon corps, mais il y a des chances que ce soit plus difficile d'aller vers mon partenaire, mais aussi de me laisser aller dans ma sexualité. Si on pense à la réponse sexuelle, de façon générale, on va observer un certain ralentissement. Donc, autant chez les hommes que chez les femmes, on va observer que la réponse sexuelle va prendre plus de temps à s'installer. Donc, autant l'excitation sexuelle qui est chez la femme, la lubrification vaginale, chez l'homme, l'érection. Donc, ça va être plus difficile. Ou un peu plus long avant de se manifester. Donc, encore une fois, c'est pas que c'est impossible. C'est sûr que si on s'attend à ce que notre sexualité soit pareille comme avant, qu'on puisse avoir une érection un peu sur demande, on risque d'être déçu parce que c'est peut-être un peu moins réaliste. Mais si on est justement à l'aise de prendre notre temps puis d'accepter ces changements-là, bien, il y a de fortes chances que ça se passe assez bien. Sinon, au niveau de l'orgasme, chez les hommes pour qui l'éjaculation était peut-être un peu plus rapide que souhaité, ceux-là vont généralement rapporter qu'ils sont satisfaits davantage de leur sexualité parce que en vieillissant, l'éjaculation va tendance à être un peu plus retardée. Donc, c'est un peu la même chose pour les femmes. L'orgasme peut prendre plus de temps à être atteint. Ça peut être un petit peu plus difficile d'atteindre l'orgasme parce qu'on va parler d'une certaine forme d'émoussement au niveau des sens. Donc, les sens qui seraient un peu diminués ou en fait, ça prendrait plus de stimulation pour que les sens soient stimulés de la même façon qu'avant. Puis, en terminant, c'est sûr que toutes les autres maladies qui sont associées au vieillissement, par exemple, les problèmes cardiaques, les problèmes d'hypertension, le diabète, donc toutes ces maladies-là et la médication qui va être associée, ça peut aussi avoir des impacts sur la sexualité en vieillissant.
Donc, si on revient brièvement là, par rapport à l'image corporelle, mais comme on l'a mentionné un petit peu, ça peut avoir un impact sur le désir sexuel. Donc, si je ne me sens pas bien dans ma peau, il y a c'est peut-être plus probable que ce soit difficile pour moi d'aller vers mon partenaire. Sinon, on va parler aussi de la capacité d'adaptation. Donc, plus je suis rigide, plus c'est difficile pour moi de laisser ma sexualité évoluer, et plus ça va être difficile d'avoir une sexualité qui est satisfaisante. Mais si à l'inverse, je suis ouverte, je suis à l'aise d'expérimenter, de voir comment les choses évoluent, bien, généralement, ça va être plus facile d'avoir du plaisir, une sexualité satisfaisante. Donc, sur la sexualité des femmes, on a mentionné justement l'excitation sexuelle, l'orgasme, qui était plus long à obtenir, mais aussi on va parler d'orgasmes qui sont peut-être moins intenses. Donc, ça, c'est associé justement au vieillissement. Puis, il y a aussi l'impact des hormones. Donc, avec la ménopause, ça peut faire en sorte que les hormones, bien, étant donné que les hormones sexuelles vont se modifier, la plupart des femmes vont rapporter une diminution de la lubrification vaginale, mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont expérimenter ça. Puis, il peut y avoir aussi la possibilité que le tissu de la vulve ou du vagin soit moins souple. Donc, certaines femmes vont rapporter des douleurs au niveau de la pénétration vaginale. Par rapport à ça, ce qui a tendance à aider, c'est sûr que bon, le vagin, étant donné que c'est un muscle, plus le vagin va être stimulé, donc plus il va avoir fréquemment de pénétration vaginale ou de masturbation qui inclut une pénétration vaginale, plus ces muscles-là vont être travaillés, puis on va remarquer en fait moins d'impact du vieillissement à ce moment-là. Puis par rapport à la lubrification vaginale, c'est sûr qu'il y a toujours l'option d'ajouter un lubrifiant à base d'eau ou à base de silicone pour faciliter la pénétration ou la lubrification. Puis, il y a toutes les options aussi d'hormonothérapie qui sont possibles. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous vivez, que vous trouvez difficile, il y a toujours la possibilité d'en parler avec un médecin de famille ou un endocrinologue si vous avez déjà ce professionnel-là, de voir c'est quoi les options qui sont disponibles au niveau de l'hormonothérapie ou des hormones de remplacement qui pourraient diminuer les impacts des changements hormonaux. Donc, chez les hommes, maintenant, on va mentionner que les difficultés érectiles, c'est quand même un défi qui est présent pour plusieurs hommes. Donc, à partir de 60 ans, là, on va en parler environ d'un homme sur 3 qui va avoir des difficultés érectiles. Donc, quand on parle de difficultés érectiles, on ne veut pas dire l'incapacité complète à obtenir une érection, mais une certaine forme, un certain défi. Donc, que ce soit plus long à obtenir, plus difficile de maintenir l'érection, une érection qui est moins ferme. Donc, ces possibilités-là sont là. Donc, plus on va vieillir, mais plus les difficultés érectiles vont avoir tendance à être prévalentes. Donc, chez les hommes de 70 à 79 ans, on va parler plus d'un homme sur 2. Puis, chez les 80 ans et plus, on va parler d'environ 80 des hommes qui vont souffrir de difficultés érectiles. Donc, on parlera tout à l'heure des stratégies, mais évidemment, si jamais c'est quelque chose qui est problématique pour vous, puis il y a toujours la possibilité de discuter avec le médecin des options au niveau de la médication. Certaines personnes pour des conditions médicales pourront peut-être moins être des candidats idéaux là, pour cette médication-là, par exemple le Viagra, le Cialis, mais c'est quand même une possibilité de discuter avec le médecin si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, mais comme on l'a mentionné aussi plus tôt, de modifier les comportements sexuels, donc d'avoir des comportements sexuels où l'érection a moins besoin d'être présente. Donc, si on pense par exemple aux caresses, à la masturbation, mais même si l'érection n'est pas aussi ferme, il y a quand même possibilité d'avoir du plaisir sexuel à ce niveau-là. La période réfractaire maintenant. Donc, la période réfractaire, c'est la période suite à l'éjaculation où le corps reprend des forces, si on peut dire ça comme ça. Donc, la majorité des hommes en vieillissement vont avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas obtenir une autre érection ou éjaculer à nouveau rapidement comme ils ont pu le faire dans leurs plus jeunes années. Donc, chez les hommes âgés, on va même parler pour certaines personnes d'une période réfractaire qui va aller jusqu'à 24 heures. Donc, une fois qu'il y a eu un rapport sexuel, ça prendra au minimum 24 heures avant que l'homme soit en mesure de recommencer.
Chez les hommes âgés aussi, on va mentionner que l'orgasme, donc la sensation de plaisir, puis le fait d'éjaculer ne sont pas toujours ensemble. Donc, il y a certains hommes qui vont avoir un orgasme, donc avoir la sensation de plaisir, la libération d'hormones qui vont ressentir justement cette sensation-là de détente sans avoir éjaculé, ou à l'inverse, éjaculer sans ressentir la sensation de plaisir comme avant. Puis, on va aussi mentionner que les éjaculations, les orgasmes peuvent être un peu moins intenses. Évidemment, l'andropause va aussi amener une diminution de la testostérone. Donc, certains hommes vont ressentir une modification au niveau, par exemple, de l'énergie, de l'appétit sexuel, des choses comme ça qui vont être associées à la diminution de testostérone. Donc, si on regarde de façon peut-être un peu plus spécifique les liens entre la maladie de Parkinson et la sexualité, et en fait, de façon générale, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je ne vous apprends rien si je mentionne que la maladie de Parkinson, c'est généralement une perte de cellules dans le cerveau qui sont responsables de la production de dopamine. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution de la dopamine pour la personne. Puis, de façon générale, la dopamine a toutes sortes de rôles dans le corps. Donc, on va parler de la motivation, de la capacité là, à se mettre en mouvement, à faire des choses. Ça va être associé à la dopamine. Le mouvement également. Le plaisir, donc le plaisir autant dans les activités au quotidien que dans la sexualité, la dopamine a un rôle à jouer. La dopamine aussi va être associée à la mémoire, à la capacité d'apprentissage. La dopamine va avoir aussi un rôle à jouer sur les cycles de sommeil. Donc, certaines personnes vont mentionner se sentir plus fatiguées. La dopamine, c'est aussi associé au désir sexuel, puis à l'appétit. Donc, tout ça, on peut s'imaginer que si les niveaux de dopamine sont modifiés dans le corps, ça peut avoir des impacts sur différentes sphères de la vie. Donc, par rapport aux impacts du Parkinson sur la sexualité, mais il y a différents types d'impacts. Donc, il y a les conséquences de la maladie qui vont avoir, par exemple, certains symptômes de la maladie qui peuvent se répercuter dans la sexualité. Puis, il va y avoir aussi des symptômes qui sont plus spécifiques à la sexualité. Donc, si on pense, par exemple, aux symptômes moteurs, il y a plusieurs personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson qui vont présenter une certaine rigidité au niveau musculaire, qui vont mentionner aussi ressentir un ralentissement au niveau des mouvements, qui vont présenter certains tremblements. Donc, on peut s'imaginer que dans un contexte sexuel avec un ou une partenaire, ça peut être incommodant, ça peut faire en sorte que ce soit plus difficile, par exemple, de se déplacer, d'effectuer certains comportements sexuels, certaines positions sexuelles comme avant. Donc, ces symptômes-là moteurs peuvent avoir justement des impacts qui vont se répercuter, oui, au quotidien, mais aussi dans la sexualité. D'autres symptômes de la maladie de Parkinson qui peuvent venir jouer aussi ou interférer avec la sexualité, ce serait par exemple tout ce qui ressemble à la fatigue. Donc, on mentionnait que la dopamine avait un impact sur les cycles de sommeil. Donc, la fatigue, les troubles du sommeil, ça peut avoir des impacts. Il y a aussi certaines personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson qui vont présenter une augmentation de la transpiration. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est plus gênant au niveau des relations sexuelles. Ou encore l'hypersalivation, donc la tendance à avoir beaucoup de salive au niveau de la bouche. Donc, on peut s'imaginer que pour embrasser notre partenaire, ça peut être quelque chose qui est peut-être un peu moins confortable ou un peu dérangeant. Puis, on va parler aussi des hypomimies. Donc, ce que c'est justement les mimiques au niveau du visage qui sont moins présentes. Donc, certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans les études vont rapporter avoir l'impression de ne pas pouvoir bien communiquer avec leur partenaire le plaisir ou le déplaisir qu'ils peuvent ressentir durant les relations sexuelles, étant donné qu'ils ont tendance à avoir un visage plus neutre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui était rapporté comme étant peut-être dérangeant ou un défi au niveau de la sexualité. Si on pense maintenant au niveau plus psychologique, l'annonce du diagnostic ou l'annonce de la maladie de Parkinson, ça peut avoir un impact sur la perception de soi. Comment je me vois comme femme, comme homme, comment j'imagine la progression de la maladie, parce qu'on sait que la maladie de Parkinson va évoluer différemment d'une personne à l'autre, puis les symptômes qui vont être rapportés peuvent être aussi différents d'une personne à l'autre.
Ça peut avoir aussi un impact sur l'estime de soi. Dans les études, on rapportait jusqu'à 40% des personnes qui ont reçu un diagnostic de Parkinson qui vont souffrir de dépression. Donc, oui, il y a l'aspect de la dopamine qui entre en ligne de compte. Donc, la dopamine qui est associée au mouvement, à la motivation, au plaisir. Donc, c'est sûr que si on a moins ces éléments-là dans notre vie, ça peut être associé à la dépression, donc la difficulté de se mettre en action pour faire quelque chose, la difficulté à sortir du lit le matin, autant en raison des aspects physiques, mais aussi au niveau de la motivation. Donc, ça peut avoir des impacts à ce niveau-là. Puis, l'idée d'avoir une maladie chronique, une maladie qui n'est pas curable, même si on peut moduler l'effet des symptômes, ça peut avoir un impact là aussi par rapport à la dépression. On va parler aussi d'anxiété puis d'humeur qui peuvent être influencées par la maladie. Donc, si on regarde au niveau des difficultés plus sexuelles à proprement parler, les plus fréquemment rapportées pour les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, c'est la baisse du désir, une diminution de la satisfaction sexuelle, puis l'hypersexualité. Donc, on discutera tout à l'heure de l'hypersexualité, mais qui est généralement associée à l'impact des médicaments. Chez les hommes qui souffrent de la maladie de Parkinson, on va beaucoup parler de difficultés érectiles. Donc, encore une fois, c'est difficile de déterminer est-ce que c'est vraiment seulement la maladie qui a cet impact-là ou c'est combiné, par exemple, au vieillissement. Donc, c'est difficile vraiment de départager est-ce que sans la maladie de Parkinson, la personne aurait quand même eu des difficultés érectiles. Si on regarde aux statistiques par rapport à la population générale, il y a des chances que oui. Mais de façon générale, on va parler environ d'un 60% des hommes qui vont avoir des difficultés érectiles. Puis, il y a aussi des difficultés éjaculatoires. Donc, pour certains hommes, l'éjaculation va avoir tendance à être plus rapide. Puis, pour certains autres, l'éjaculation pourrait être retardée. Donc, pour l'éjaculation rapide, il y a certaines médications qui peuvent être proposées, comme la clomipramine, par exemple, comme quelque chose pour aider à contrôler l'éjaculation rapide, mais il y a aussi toutes les options au niveau de la sexothérapie, donc par exemple, d'apprendre à être mieux connecté aux sensations corporelles, être capable de moduler l'excitation sexuelle, ou encore au niveau de l'éjaculation retardée, on va suggérer pour certaines personnes l'utilisation de jouets sexuels ou une stimulation plus soutenue que ce qui peut être fait au niveau de la pénétration. Donc, ça, c'est des stratégies qui peuvent aider. Puis, chez les femmes, une diminution de la lubrification vaginale va être remarquée. Donc, comme on le mentionnait, pour les hommes et les difficultés érectiles, chez les femmes de la population générale qui ne souffrent pas de la maladie de Parkinson, peuvent avoir tendance à avoir une diminution de la lubrification vaginale qui est due à la ménopause, puis aux changements hormonaux. Donc, ça, c'est difficile encore là de départager si c'est la maladie ou le vieillissement. Puis, un autre aspect qui peut être désagréable ou gênant dans les relations sexuelles, c'est la présence de fuites urinaires. Donc, des contractions qui seraient involontaires, qui feraient en sorte que les femmes ont de la difficulté à ne pas uriner ou encore la crainte d'uriner durant les rapports sexuels. Donc, il y a quand même tout l'aspect de l'ajustement avec le partenaire. Donc, si jamais c'est le cas pour vous, donc il y a différentes stratégies qu'on va mentionner tout à l'heure, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact dans notre sexualité à deux, puis de voir en fait comment on va négocier ça avec notre partenaire, comment est-ce qu'on va être à l'aise ou pas à l'aise d'en discuter. Ça va avoir des impacts sur comment la sexualité va être vécue par la suite. Donc, justement, par rapport aux difficultés relationnelles, plusieurs personnes, de façon générale, en fait, la maladie dans le couple peut avoir des impacts sur la relation, mais aussi sur la sexualité. Donc, ce qui est recommandé, c'est beaucoup d'avoir un espace pour parler des impacts possibles de la maladie, mais aussi des craintes, des appréhensions, autant pour la personne qui a reçu le diagnostic que pour le conjoint et la conjointe. Donc, ça peut être plus difficile à gérer. Donc, c'est sûr que si le couple avait une bonne communication, une bonne intimité, était déjà en mesure de discuter des choses qui étaient peut-être plus difficiles dans leur couple, ça va être plus facile pour eux de discuter des impacts ou des craintes par rapport à la maladie. Par contre, si c'est quelque chose qui était déjà difficile
difficile dans le couple, ça peut être pertinent, par exemple, d'aller consulter pour avoir cet espace-là avec un thérapeute, une thérapeute qui est là pour gérer la discussion, pour vous aider à parler de part et d'autre de comment vous vivez les choses. Donc, ça, c'est des possibilités également. Généralement, les professionnels de la santé vont être en mesure de vous accompagner aussi dans ces discussions-là. Donc, c'est pertinent de parler des difficultés sexuelles qui sont possibles. Donc, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'ai l'impression qui pourrait arriver, ou encore des difficultés sexuelles que j'ai déjà rencontrées avec le professionnel de la santé. Parce que dans certains cas, par exemple, si on pense à une médication pour traiter la dépression, mais certaines médications vont avoir plus d'impact sur la sexualité que d'autres. Donc, en étant transparent avec notre médecin ou notre équipe traitante, en mentionnant les défis qu'on rencontre, bien, il y a possibilité d'ajuster la médication dans certains cas pour justement diminuer les impacts de celle-ci sur la sexualité. Puis, avec l'équipe traitante encore, mais aussi avec le conjoint, la conjointe, les aidants naturels, les proches aidants, discuter des défis rencontrés au quotidien. Donc, pas nécessairement les difficultés sexuelles. Je peux m'imaginer que ce serait peut-être difficile de parler de ça avec nos proches, mais plutôt les difficultés au quotidien qui vont avoir un impact par ricochet sur la sexualité. Donc, si on pense par exemple à la fatigue, donc, on peut discuter de cela avec nos proches pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous aider. Il y a aussi plusieurs couples où il y a la présence de maladies pour l'un des deux partenaires qui vont avoir tendance à dormir dans des lits séparés justement parce que les symptômes, par exemple moteurs, les tremblements, la rigidité au niveau musculaire vont avoir tendance à être amplifiés la nuit. Donc, c'est sûr que de dormir dans des lits séparés, ça peut avoir un impact puisque ça ne facilite pas nécessairement les rapprochements ou les contacts intimes. Donc, certains couples vont mentionner avoir un lit commun ou quand ils veulent, par exemple, se coller ou avoir des moments plus intimes, vont dormir dans ce lit-là. Puis, par la suite, pour dormir, vont dormir dans des lits séparés. Donc, ça, c'est différentes stratégies qui sont possibles. Puis, de dormir dans des lits séparés, même si ça a des impacts sur l'intimité. Dans les études, il y avait plusieurs personnes qui mentionnaient, en fait, le conjoint ou la conjointe qui n'était pas atteint de la maladie de Parkinson mentionnait que c'était quelque chose qui était aidant pour le couple parce que d'être constamment réveillé par son conjoint, sa conjointe, la nuit, ça avait tendance à développer une certaine rancœur ou une certaine aigreur par rapport au conjoint, à la conjointe. Donc, d'avoir cette option-là de bien dormir de part et d'autre, c'était facilitant là, au niveau de la relation. Donc, les traitements les plus populaires pour la maladie de Parkinson, ça va être des traitements dopaminergiques. Donc, on va supplémenter la dopamine qui est perdue en raison de la maladie. Donc, ça va avoir différents effets secondaires. Comme tout médicament, la majorité des médicaments ont des effets secondaires, certains médicaments plus que d'autres. Puis, un médicament qui fonctionne très bien avec une personne, ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner avec une autre personne. Donc, vraiment, d'où l'importance de parler des effets secondaires qu'on remarque avec notre équipe traitante pour voir justement s'il n'y a pas une autre molécule ou un autre médicament qui pourrait faire un peu le même travail, mais avec moins d'effets secondaires pour nous. Donc, de façon générale, dans les effets secondaires, peut-être moins spécifiques à la sexualité, on va parler, certaines personnes vont rapporter des nausées, des vomissements, des étourdissements. Donc, c'est sûr que si on ne se sent pas bien physiquement de cette façon-là, ça peut avoir un impact sur le désir sexuel, faire en sorte qu'on a moins envie d'avoir des contacts intimes. La maladie, mais aussi les médicaments peuvent avoir un impact sur le sommeil, sur la fatigue. Donc, ça aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est aidant pour la sexualité. Si je me sens épuisée constamment, j'ai peut-être moins envie d'utiliser de l'énergie pour avoir un contact sexuel. Donc, on va recommander, par exemple, aux personnes qui ont envie d'avoir des relations sexuelles mais ne sentent pas avoir le niveau d'énergie, de peut-être choisir des comportements sexuels où ils sont plus passifs, donc qui demandent moins d'énergie de leur part. Donc, par exemple, des comportements comme la masturbation, le sexe oral, recevoir du sexe oral,
ou recevoir, par exemple, la pénétration pour la femme en étant, par exemple, allongée sur le dos. Ça pourrait faire en sorte que la personne sent qu'elle a moins de fatigue après la relation sexuelle. Puis, un autre effet secondaire de la médication, ce serait l'impulsivité. Donc, c'est quelque chose qui est noté. Donc, on va discuter tout à l'heure des compulsions en lien avec les traitements, mais voilà. Des effets secondaires peut-être un peu plus spécifiques au traitement, on va parler de baisse de désir. Donc, en plus des effets secondaires plus généraux, il y a des effets secondaires plus spécifiques qui vont directement causer une baisse de désir. La plupart des hommes vont rapporter des difficultés érectiles, donc des difficultés érectiles qui étaient présentes possiblement en lien avec le vieillissement et la maladie, mais aussi en lien avec les traitements, puis l'hypersexualité, comme on l'a mentionné. Donc, au niveau des compulsions et du Parkinson, en fait, quand on parle des traitements qui vont augmenter la dopamine, l'augmentation de la dopamine due à la médication peut amener différentes compulsions, comme par exemple des problèmes de jeu, des problèmes d'achat compulsif, des compulsions alimentaires ou une hypersexualité. Donc, c'est vraiment généralement lié à l'impulsivité. Donc, l'augmentation de la dopamine fait en sorte que la personne serait plus impulsive. Puis, généralement, en fait, c'est modifiable. Une fois qu'on va modifier la médication, généralement, les problèmes de compulsion ou d'hypersexualité ou d'impulsivité vont aussi s'améliorer. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous remarquez, il y a possibilité vraiment, avec la médication, d'ajuster puis de faire en sorte que ça soit moins prévalent ou moins présent. Donc, si on parle de l'hypersexualité plus spécifiquement, on va mentionner que l'hypersexualité, ça affecte entre 2 et 7 des patients, typiquement les hommes qui présentent des difficultés cognitives. Donc, les hommes qui vont avoir des affectations, par exemple, au niveau du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est associé à une certaine forme d'impulsivité. Donc, ces hommes-là auraient plus tendance à présenter un trouble hypersexuel qui serait ajustable avec la médication. Donc, qu'est-ce que c'est dans le fond l'hypersexualité? C'est une certaine forme de désinhibition, donc des barrières qui tombent, qui vont faire en sorte que les personnes vont avoir une augmentation assez importante de l'intérêt pour la sexualité, de l'excitation sexuelle, puis des comportements sexuels. Donc, les personnes vont avoir vraiment toujours une envie sexuelle. On peut s'imaginer les impacts de l'hypersexualité sur le partenaire, la partenaire ou sur l'entourage. Donc, par exemple, en contexte institutionnel, une personne qui serait hypersexuelle ou dans un contexte où, par exemple, il y a des gens qui ont des pertes cognitives, qui peuvent souffrir de démence, qui ne sont peut-être pas aptes à consentir. Donc, on peut s'imaginer différents défis là, pour l'équipe traitante à ce niveau-là. Mais de façon générale, l'hypersexualité, ça va se régler en diminuant la dose du traitement dopaminergique. Donc, pour la majorité des gens, ça va être efficace comme ça. Sinon, il y a toujours la possibilité là, de consulter, par exemple, en sexothérapie ou avec le médecin de famille pour voir c'est quoi les différentes options. Donc, les stratégies maintenant. Donc, on est rendu plus à la partie concrète. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On sait que la majorité des aînés ont envie d'avoir une sexualité active, ont envie de maintenir des comportements sexuels. Donc, différentes stratégies pour contrer les difficultés ou les défis qui vont être liés au vieillissement. C'est sûr que plus on va prendre soin de notre santé, plus le vieillissement va se faire de façon, la sexualité en fait va être plus facilement maintenue, donc d'avoir une alimentation saine, de faire de l'activité physique, d'éviter l'excès d'alcool, le tabac, de voir son médecin régulièrement. Donc ces recommandations-là, qui sont peut-être plus générales, peuvent aussi améliorer la satisfaction sexuelle. On va aussi recommander de partager nos préoccupations avec notre partenaire, mais aussi avec les professionnels de la santé qui nous entourent. Donc, il y a certains médecins qui sont peut-être moins à l'aise de questionner directement la sexualité, puis, mais c'est pas parce qu'ils sont moins à l'aise de le questionner directement qu'il n'y a pas de place pour en parler. Donc, on vous recommande vraiment
d'amener vos préoccupations, de discuter, de poser vos questions avec votre professionnel de la santé. Puis, ça fait partie de son travail d'y répondre. Dans certains cas, on va recommander aussi, par exemple, d'avoir une référence en endocrinologie, donc de bien pouvoir mesurer les neurotransmetteurs, les hormones. Donc, par exemple, d'avoir un traitement, par exemple, pour une femme qui aurait des difficultés sexuelles, d'avoir une certaine hormonothérapie, de supplémenter certaines hormones pourrait contrer certains défis. Donc, ça peut être pertinent justement d'aller chercher d'autres professionnels si notre médecin de famille ne se sent pas à l'aise de nous épauler là-dedans. Au niveau de la sexualité à proprement parler, bien, plus on va être à l'aise, comme on le mentionnait plus tôt, de modifier notre sexualité, plus facile ça va être de s'adapter aux changements physiques. Donc, prendre plus de temps, peut-être que, excusez-moi l'expression, mais que les petites vites qu'on pouvait aimer quand on était plus jeune sont moins réalistes, étant donné que le corps prend plus de temps à s'activer ou à être excité ou à se mettre justement en action. Donc, de prendre plus de temps, ça va être aidant. De choisir des moments de la journée où le niveau d'énergie est plus élevé. Donc, si par exemple, pour vous, le matin, vous vous sentez plus en forme, mais peut-être de privilégier ce moment-là de la journée, ça aiderait. On va aussi proposer d'utiliser des coussins pour favoriser le confort, donc d'avoir tout plein de coussins qui vont faire en sorte qu'on peut les mettre sous les hanches, sous les bras, sous la tête, sous les jambes, qui vont favoriser justement certaines positions sexuelles, un certain confort, puis de ne pas hésiter à prendre des pauses. Donc, si on a un inconfort physique, on ne se sent pas bien, c'est pertinent de prendre une pause pour par exemple, si on pense à la maladie de Parkinson, certaines crampes musculaires, certaines contractions musculaires, bien, de prendre une pause pour laisser le temps au corps de se décontracter, ça peut être aidant aussi. Des stratégies peut-être un peu plus spécifiques à la maladie de Parkinson, bien, par rapport aux difficultés érectiles, de façon générale, de traiter les symptômes dépressifs, ça va aider les capacités érectiles. Donc, s'il y a une dépression sous-jacente, où on ne se sent pas bien, on a cette espèce de mal de vivre-là, une certaine forme d'apathie, donc difficulté à ressentir du plaisir, à se mettre en action, mais de traiter ces aspects-là va augmenter généralement les capacités érectiles, puis de discuter certainement avec l'équipe traitante de la possibilité d'utiliser une médication s'il n'y a pas d'autres contre-indications médicales. Puis généralement, en fait, ce que les études vont dire, c'est que chez les hommes qui souffrent de Parkinson, l'efficacité de la médication pour l'érection, ça va être jusqu'à plus de 85%. Donc, c'est quand même très positif à ce niveau-là. Pour les fuites urinaires, donc on mentionnait que les femmes atteintes de Parkinson pouvaient avoir tendance à avoir des fuites urinaires ou la peur d'avoir des fuites urinaires durant les relations sexuelles. Donc, de mettre un piquet sur le lit, ça pourrait faire en sorte que si jamais il y avait une fuite urinaire, ce serait peut-être moins grave que si, bon, on a la crainte que ça abîme le matelas et compagnie. Puis sinon, d'uriner, donc avant l'acte sexuel, donc de s'assurer d'avoir vidé la vessie, ça va favoriser, ça va aider à ce qu'il n'y ait pas de fuite urinaire. Puis par rapport à la diminution de la lubrification vaginale, comme on l'a mentionné précédemment, d'utiliser un lubrifiant à base d'eau, à base de silicone, ça peut aider à ce niveau-là. Sinon, par rapport à la maladie également, on va recommander des draps plus satinés qui vont faire en sorte que pour les personnes qui ont des difficultés motrices au niveau du mouvement, d'avoir un drap plus satiné, ça aiderait au niveau de la mobilité. La plupart des gens vont mentionner qu'il y a des moments dans la journée où leur médication par rapport au Parkinson est plus efficace. Donc, de choisir ces moments-là de la journée pour avoir des rapports sexuels, ce serait aidant. Comme on le mentionnait aussi plus tôt, de favoriser des positions sexuelles qui demandent moins d'efforts. Puis, finalement, de consulter un sexologue, une sexologue psychothérapeute au besoin pour justement partir de votre situation spécifique pour voir comment on peut améliorer la satisfaction sexuelle, mais aussi la satisfaction conjugale. Donc, on mentionnait les difficultés relationnelles, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter à la maladie, s'adapter au changement dans notre couple? Est-ce qu'on a des conflits
qui n'étaient pas réglées, des choses qui sont présentes depuis longtemps, ça vaudrait la peine de les régler pour justement améliorer la satisfaction du couple. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Ce qu'on sait également par rapport à la médication, c'est que si notre médication est optimale, donc comme on l'a mentionné, il y a différentes médications qui font différentes choses, plusieurs médications qui ont des effets similaires, mais qui sont des molécules différentes, donc qui ont des effets secondaires différents. Mais si notre médication est optimale, les difficultés sexuelles devraient diminuer. On a pas mal mentionné tout ça déjà. Donc, de recevoir du soutien psychologique, sexologique, c'est toujours une option également. Donc, en terminant, on mentionnait justement des défis par rapport à la sexualité, mais ça pourrait donner à certaines personnes l'envie de faire comme, ben, moi, j'ai plus envie de faire ces efforts-là. Peut-être que la sexualité, c'est plus aussi important que ça l'a été pour moi. Mais différents avantages de la sexualité. Donc, pour plusieurs personnes, la libération des endorphines suite à l'orgasme va aider à soulager les douleurs. Donc, des personnes qui souffrent de douleurs physiques, de douleurs chroniques, diraient qu'il y avait une amélioration des symptômes après les relations sexuelles. On a mentionné également que d'avoir des relations sexuelles régulières, donc on ne parle pas de relations sexuelles nécessairement à chaque jour ou à chaque semaine, mais quand même de façon assez régulière, vont réduire les effets de la ménopause, puis vont aider au maintien de la fonction sexuelle, donc les douleurs, par exemple, que certaines femmes pourraient ressentir à la pénétration en raison de la diminution de la lubrification ou en raison de la modification du vagin, mais ça serait amélioré quand on a des relations sexuelles régulières. Étant donné aussi que dans la maladie de Parkinson, on va parler de difficultés au niveau du sommeil, bien, la sexualité, c'est quelque chose qui va faciliter le sommeil pour plusieurs personnes. On sait aussi que la sexualité va aider à la musculature du plancher pelvien. Donc, plus on maintient une sexualité, bien, plus cette musculature-là, au niveau des organes génitaux, va être forte. Ça va aider à diminuer les problèmes d'incontinence ou de fuite urinaire. Puis, finalement, ça contribue au bien-être psychologique chez la majorité des gens quand ça se passe bien. Donc, voilà différents avantages là, de poursuivre une sexualité malgré les défis qui sont possiblement rencontrés. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions. Donc, Claudie, je crois que c'est vous qui allez animer ou poser les questions pour cette période-là. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions, donc si vous voulez poser vos questions, vous pouvez au centre de la plateforme et juste uniquement vous aviser que ces questions-là sont confidentielles, donc je les pose à voix haute sans dire des noms, donc si vous voulez poser des questions que peut-être que vous êtes, des fois je sais que ça peut c'est plus question d'intimité, les gens sont un peu moins à l'aise, mais si sentez-vous libre de vous poser vos questions. Euh, et sinon aussi, je vous invite à répondre aux différents sondages qui sont sur l'extérieur. Euh, Dans le fond, je crois qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on avait discuté ensemble, qu'on a parlé, mais l'hypersexualisation, si on parle à propos de la personne qui a le Parkinson, euh, on en parlait un peu, mais si c'est pour le conjoint, j'ai plus une question par rapport à ça. Si à un certain moment, euh, c'est parce que des fois, on va parler je veux dire, de démence ou des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui me parlait d'un exemple. La personne est atteinte d'Alzheimer, elle s'en souvient pas, elle avait des problèmes, mais euh, euh, à un certain point, le partenaire devient un peu, je vais dire, tanné. Est-ce qu'il y a il y a une manière de pouvoir, comment l'aborder ou est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner par rapport à ça un peu plus? Je sais que vous avez parlé un peu, mais si la personne n'est peut-être pas consciente ou comment le partenaire peut aborder ça sans non plus apporter une frustration par la personne. Mm-hmm. C'est une bonne question, mais généralement, justement, par rapport à l'hypersexualité, comme on le mentionnait, de modifier la médication, ça va souvent aider. Donc, d'en parler avec le médecin, l'équipe traitante, c'est des possibilités. Mais sinon, dans les cas où, par exemple, le conjoint, la conjointe n'est pas conscient du fait qu'il y a des comportements sexuels plus problématiques, ça va être, par exemple, si on reçoit des avances sexuelles
de décliner les avances puis d'inviter la personne, par exemple, à se masturber. Donc, ça pourrait être une option. Dans certains cas, par contre, on va parler d'agressivité dans les cas de démence ou de maladie d'Alzheimer. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on va inviter la personne le partenaire, le conjoint et la conjointe, à s'assurer de sa sécurité également. Donc, si jamais ils refusent une relation sexuelle puis qu'ils ont l'impression que leur conjointe pourrait devenir violent, bien, en fait, de réfléchir à différents aspects avec l'équipe traitante, mais aussi de ne pas hésiter, par exemple, à faire appel à des services d'urgence, si jamais c'est le cas dans ce contexte-là, puis d'en discuter avec justement notre conjointe, de mettre certaines limites. Ce serait ce qui est recommandé. Je suis consciente que c'est quand même pas des situations faciles là, quand notre conjointe n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe, mais ce serait quand même ça les recommandations le plus de base. Puis si jamais c'est quelque chose qui se poursuit, bien, peut-être de consulter, justement, ce serait une option. D'accord. Souvent, que ce soit avec la maladie de Parkinson ou avec les personnes, dans le fond, on veut pas avec le vieillissement, les personnes vont être soit dans les maisons de retraite ou des maisons, dans le fond, pour le répit, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des trucs pour que les gens puissent maintenir une vie intime ou parce que je sais que des fois, il y en a que ils deviennent réticents à cause que c'est peut-être pas, ils se sentent pas comme à la maison, des aspects comme ça, ou des fois à cause que euh, c'est différent. Donc, ça peut aussi créer une barrière. Je sais pas si des petits trucs ou des choses comme ça. Je sais que ça peut être des fois, ça prendrait plus que un petit, une réponse rapidement pour ce type de questions, là, mais si vous avez des trucs des fois. Mais c'est sûr qu'au niveau institutionnel, du côté de l'institution, ils ont quand même beaucoup de travail à faire pour faciliter l'intimité entre partenaires. Donc, par exemple, au niveau de l'institution, de s'assurer de frapper avant de rentrer dans une chambre ou des choses comme ça facilite l'intimité. Ce n'est pas toujours dans les pratiques courantes de le faire. Donc, pour certaines personnes, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la fluidité, la spontanéité. Dans certaines institutions, il y a des espèces de chambres d'amour. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'institutions qui ont cette possibilité-là là, où ils peuvent justement aller dans une chambre d'intimité pour avoir des comportements sexuels. Mais sinon, dans le fond, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut se sentir le plus intime ou le plus à l'aise possible. Est-ce que c'est, par exemple, de favoriser les rapprochements ou l'intimité quand on sait que les infirmières viennent de passer parce qu'on s'imagine qu'ils ne repasseront pas bientôt? Est-ce que c'est de mettre une petite enseigne sur notre porte de chambre qui dit ne pas déranger? Est-ce que il y a toutes sortes de stratégies dans ce genre-là? Mais sinon, il n'y a pas justement, il n'y a pas de coup de baguette magique possible, malheureusement, là, mais au niveau de l'institution, c'est de le mentionner que si, par exemple, c'est la conjointe qui vient visiter occasionnellement, mais peut-être de le mentionner au personnel soignant que vous allez avoir de la visite et que vous préfériez de ne pas être dérangé pendant les 2 prochaines heures ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont possibles, surtout si vous êtes avec un conjointe qui donc on n'a pas de préoccupation par rapport à votre bien-être, votre sécurité pour les prochaines heures, bien, généralement, ils vont respecter là, cette demande-là d'intimité. D'accord. Puis, on va aller avec une dernière question qui est plus par rapport un peu à vous, votre pratique en tant que sexologue. Dans quel contexte vous suggériez les gens de venir consulter un sexologue pour leur vie intime ou ces aspects-là? Donc, je sais que des fois, c'est peut-être pas un réflexe pour tout le monde, mais comment, on va dire, comment vous pourriez, je veux dire, présenter votre travail pour que, comment les gens, eux, pourraient avoir un aspect positif. Donc, à quel moment c'est bon de consulter un sexologue? Mais en fait, on est sexologue, on est quand même les spécialistes au niveau de la sexualité humaine. Donc, au moment, je dis souvent à mes clients, mes patients, que c'est des personnes intelligentes, puis s'il y avait une solution simple à leurs difficultés, bien, il y aurait des chances qu'ils l'auraient déjà trouvée.
Donc, une fois qu'on a une difficulté sexuelle ou une mésentente au niveau de la sexualité, puis qu'on a essayé différentes choses, puis que la situation ne se passe pas, on n'a pas besoin d'attendre que ça fasse des années que la situation est présente pour consulter. Donc, je dirais en fait, une fois qu'on a une certaine souffrance ou une certaine insatisfaction par rapport à la sexualité, puis qu'on a essayé différentes choses, ben, c'est une bonne idée de consulter. Puis, en fait, une fois qu'on consulte, ben, c'est pas nécessairement un engagement à très long terme. Pour certaines personnes, ça va être justement d'avoir un espace pour partager, pour discuter de nos difficultés dans un contexte neutre. Par exemple, si je ne me sens pas à l'aise d'aborder ces questions-là avec mon conjoint est à la maison parce que j'ai peur de le blesser, j'ai peur qu'il se fâche. Mais peut-être que d'avoir cet espace-là qui est peut-être plus neutre, ça peut aider à aborder des sujets qui sont peut-être plus délicats pour certaines personnes, certains couples pour qui c'est facile de parler de sexualité, mais pour certains autres couples, c'est plus difficile. Donc, ça peut être une option. Sinon, tout ce qui est par rapport aux difficultés sexuelles de façon générale, l'impact de la maladie, donc tout le système psychologique en lien avec ça, les psychologues peuvent faire un travail également, mais les sexologues, psychothérapeutes sont formés pour les accompagner au niveau de certains deuils, par exemple, qu'ils pourraient avoir à vivre en lien avec la maladie, certaines transformations qui sont peut-être plus difficiles à accepter, certaines transformations, notamment au niveau de l'intimité de la sexualité. Donc, c'est différents cas de figure. Puis sinon, ben, comme je mentionnais plutôt par rapport aux difficultés relationnelles, ben, si on a des défis dans notre couple qui sont présents depuis un moment, c'est toujours possible de consulter à cet égard. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse et merci pour votre présentation. Malheureusement, c'est ce qui va mettre fin à ce webinaire d'aujourd'hui. J'ai des commentaires, les gens ont apprécié l'expérience, ont apprécié l'activité et c'est sûr que c'est un sujet qui est toujours tabou par rapport à la sexualité avec les aînés ou même la sexualité envers les gens qui sont atteints de maladie Parkinson. Donc, c'est très apprécié votre participation à ce webinaire. Et je remercie aussi les participants. Puis dans le fond, oui, allez-y. Oui, mais merci à tout le monde en fait de s'être joint à nous. Puis j'ai laissé mon adresse courriel à la fin de la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en mentionnant dans l'objet conférence Parkinson. Ça va me faire plaisir d'y répondre si jamais il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit dans les prochains jours. D'accord. Et, comme Mme Forge l'a dit, merci tout le monde d'avoir été là. Je vais aussi vous faire parvenir l'adresse de la conférencière. Donc, je voulais aussi remercier UCB qui a permis, grâce à une subvention éducative, de présenter ce webinaire. Et je vous invite au prochain webinaire qui va parler de la recherche donc avec le Parkinson. Donc, nous allons recevoir Mme Clotilde de Groot, qui est responsable au réseau Parkinson Québec, donc un réseau qui rassemble toutes les recherches qui sont faites sur le Parkinson et va nous dresser un portrait des recherches qui sont faites ici au Québec par rapport à la maladie. Donc, je vous invite à vous inscrire via le courriel, pardon, le lien qui est en dessous de l'image de Mme Forge et aussi de répondre au sondage, comme je l'ai dit au début. Le webinaire, le prochain, sera le dernier. Donc, peut-être nous aviser de quel sujet vous voulez entendre parler, même dans les questions qui sont ici présentement. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre parler pour les prochains webinaires? Et le webinaire sur la recherche sera présenté le 13 décembre à la même heure. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et j'espère que vous avez apprécié la présentation et au plaisir de vous revoir le 13 décembre prochain.